Veuillez prendre place. En fait, la conférence de ce matin, elle est mixte. Voilà, nous avons la chance d'être tous ensemble ici. Et puis, nous allons aussi ouvrir un webinaire à 9 heures tapantes. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de commencer à 9 heures pile. Donc, avec Nicolas, on voudrait juste vous dire un petit mot d'accueil. Je regarde, il est 8h57. Nous avons exactement 3 minutes. Parfait. Voilà, je vais peut-être commencer par me présenter. Encore une fois, merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin. Je m'appelle Munki Vu. Je travaille au sein de Soprasteria. Comme vous le savez, nous sommes une des grandes ESN européennes. Nous avons plus de 50 000 personnes dans toute l'Europe. Nous sommes organisés par grands secteurs d'activité et j'ai la chance de travailler sur le secteur d'activité des services financiers, c'est-à-dire la banque et l'assurance. Et en particulier, j'ai en charge toutes les offres et innovations. Nicolas, tu veux peut-être te présenter ? Oui, bonjour à tous, ravi de vous rencontrer ce matin. Donc Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation. Finance Innovation qui est le pôle de compétitivité dédié à l'innovation dans le secteur financier. Nous avons environ 600 membres et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'encourager l'innovation dans l'écosystème financier. Donc peut-être juste pour commencer sur cette introduction, mais très rapidement, depuis 2007, Finance Innovation accompagne l'innovation, donc ça fait un petit moment, et on a vu passer énormément de tendances d'innovation dans l'écosystème financier. On a vu à quel point les fintechs ont pu accompagner et aider la transition technologique, voire parfois un peu pousser par la concurrence les grands acteurs institutionnels. Et depuis donc 4 ans, on fait le FinTech 100, qui est justement ce palmarès qui permet finalement de suivre les évolutions de l'écosystème. Donc au-delà d'un classement du top 100, qui est super, qui génère aussi une certaine dynamique, c'est aussi une étude très sérieuse. Ce sont des critères objectifs qui permettent de les classer. Et surtout, beaucoup de questions posées aux FinTech. Vous allez voir du coup la méthodologie après. Donc on est vraiment très heureux d'avoir mis en place ce palmarès avec le soutien et en partenariat extrêmement rapproché, bien sûr avec Sopra, qui nous a fait confiance dès le départ, avec également Truffle, donc Bernard Louis qui est là et qui est aussi celui qui nous a apporté l'idée de ce palmarès. Donc merci beaucoup Bernard Louis. BPCE, qui est aussi partenaire de la première heure, et Mind FinTech, qui est notre opérateur et qui nous aide à rendre tout ça possible. Donc voilà, c'est un très bel outil et on est très très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Là, il me reste littéralement 30 secondes. Et en 30 secondes, je voudrais vous dire que nous sommes très contents d'être partenaires de ce palmarès annuel. Donc tous les ans, en fait, nous faisons ce classement des 100 meilleurs fintech en France. Le classement de cette année sera annoncé dans quelques mois. Et aujourd'hui, ce matin, ce qu'on vous livre, c'est l'analyse des résultats des 4 années précédentes. Donc ce palmarès a démarré en 2021. Donc on va vous livrer une analyse des résultats 2021 jusqu'à 2025. La matinée sera organisée en 3 temps. Alors pour ceux qui me connaissent, moi j'ai un faible pour le rythme ternaire. Premier temps où Marine et Marie vont vous raconter en fait les résultats de cette analyse. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir 2 tables rondes sur les facteurs de croissance et sur les défis qui restent à relever par les fintechs. Et là, je suis à 9h22. Je pense que nous avons pas mal fait. Et un dernier petit mot pour dire que les candidatures pour la nouvelle édition du FinTech 100 sont ouvertes. Donc vous cherchez palmarès FinTech 100 sur Google, sur le site du palmarès 100. Il y a un lien. Donc pour les FinTech qui n'ont pas encore candidaté, n'hésitez pas, allez-y. Et bonne matinée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Munki, merci Nicolas. Donc effectivement, nous, on va commencer sur le premier temps décrit par Munki, qui est donc la présentation des résultats de ces 4 ans d'études sur le palmarès FinTech 100. Donc effectivement, Nicolas l'a rappelé, le palmarès FinTech 100, donc ça fait quand même, on en a la 5e édition cette année, donc ça fait, là on a les résultats sur 4 éditions, d'où les 4 ans. Et on s'est dit que c'était intéressant finalement de refaire un espèce d'historique en fait, qui nous permette justement d'avoir une vraie analyse sur l'écosystème
depuis la création de ce classement pour voir un petit peu les dynamiques finalement qui ont, on va dire, caractérisé ce FinTech 100. Donc si on commence rapidement par se présenter, donc moi Marine Lecomte, je travaille donc avec Monkey dans les équipes offre et innovation de Soprasteria. Et Marie, je te laisse. Enchantée, Marie, je travaille au sein des équipes de Soprasteria Ventures en qualité de portfolio manager. Super. Alors du coup, je ne sais pas pour le slide deck. Ah, merci beaucoup. On va démarrer tout de suite. Le palmarès FinTech 100, je vais juste vous rappeler quelques chiffres. Sur la dernière étude, on était quand même à 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 13 000 emplois, 6,7 milliards levés depuis la création. Donc on parle vraiment des champions de la FinTech française. Le palmarès est devenu vraiment un rendez-vous annuel du secteur qui vise vraiment à donner une vision, on va dire, réaliste sur les meilleurs fintech, les champions français, d'un point de vue, je dirais, quantitatif, puisque je vous rappelle, le classement est basé sur des critères quantitatifs de type chiffre d'affaires, de type levée de fonds, croissance, etc., mais également qualitatifs. Et ces critères nous ont assez largement aidés dans l'analyse pour aussi essayer de comprendre comment la perception et les sentiments de ces dirigeants ont pu évoluer à travers ces 4 années. Donc ça, c'est le palmarès FinTech 100. On en avait déjà parlé. Un petit remerciement quand même à tous ceux qui ont contribué. On a parlé des partenaires au début, donc grâce à Nicolas, qui effectivement ont aussi contribué à cette étude, à nous donner leur vision. Et également, on a eu la chance pour renforcer aussi notre analyse, de pouvoir compter sur des startups qui ont accepté d'être interviewées et qui nous ont donné justement, on va dire, la petite vision qualitative en plus, au-delà même des résultats du classement. Donc, au niveau de l'agenda, on va commencer tout de suite par présenter un peu la place du FinTech 100 dans l'écosystème français, notamment en termes de levée de fonds, et vous allez voir qu'elles résistent bien, nos FinTech championnes. Les perspectives de croissance, parce que quand même, on parle d'un secteur qui est en croissance, on a vu les chiffres, ils sont assez impressionnants. Les challenges qui demeurent, quelques surprises, vous verrez, et les conclusions principales du rapport, et on va dire nos principaux apprentissages. Donc sur la place du FinTech 100 dans le marché français, on s'est contenté d'une slide. Alors je suis désolée, c'est vrai que les chiffres sont un peu petits. Mais effectivement, donc, ce qu'on a constaté dans l'écosystème français aujourd'hui, c'est de manière globale, depuis donc, le lancement du classement qui portait donc, en 2022 sur l'année 2021, on a observé quand même qu'il y a eu une chute dans les levées de fonds. Je pense que ça ne surprendra personne. Effectivement, il y a eu un moment d'euphorie. Et ça s'est arrêté en 2022. On le voit assez nettement d'ailleurs sur le graphique, où là, ça s'est effondré avec beaucoup moins de levées de fonds et beaucoup moins de fonds levés, forcément. Et donc, nous, ce qu'on a voulu analyser, c'est en rouge, vous avez les levées de fonds sur, on va dire, toutes les fintechs. Et en orange, vous avez un point d'attention sur les levées de fonds des sociétés du FinTech 100. Et ce qu'on s'aperçoit, et c'est assez visible notamment et assez frappant sur 2024, 2025, on n'a pas les résultats pour le moment, on les aura le 14 avril. Mais sur 2024, c'est assez frappant parce que finalement, les fintechs du classement lèvent 1 milliard sur les 1,3 milliard globalement levés cette année-là. Donc c'est quand même énorme. Donc ça veut dire que oui, elles sont touchées. Elles sont touchées par la baisse parce qu'en 2022, on était à 1,1 milliard levé. Mais elles ont beaucoup mieux résisté que l'écosystème. Donc ça, c'était quand même déjà une première analyse assez intéressante. C'est-à-dire que malgré le contexte difficile, elles ont quand même plutôt bien résisté. Deuxième chose, sur les sources de financement. Donc sur les sources de financement, on s'aperçoit qu'elles ont été plutôt, elles sont restées plutôt stables, en fait. Donc là, on a fait une comparaison 2023-2024, mais globalement, c'est stable depuis le début, le lancement du classement du FinTech 100. À savoir, il y a 2 sources qui dominent très largement, c'est les business angels et les venture capitals. Et ça n'a pas vraiment été bouleversé d'une année sur l'autre. Je dirais même que c'est un constat qui a augmenté en 2024. Donc il y a des sources, on va dire, mais plus mineures qui existent, comme les CVC, le crowdfunding, les institutionnels, mais ça reste très marginal et ça se voit par rapport à ces 2 sources principales qui finalement représentent 80% donc, dans le palmarès. Donc ce qui est quand même assez important. Donc voilà un peu pour donner la tendance générale. Donc à nouveau, rien de surprenant. Les FinTech 100 qui sont les champions résistent mieux, mais c'est vraiment de plus en plus flagrant. Et on va passer à la deuxième partie. Merci beaucoup Marine d'avoir repositionné le FinTech 100 au sein de l'écosystème français. Je vais revenir avec vous sur les perspectives de croissance que nous avons identifiées à travers cette analyse.
Donc il y a une première chose qui est très importante, c'est que on a observé que les fintechs du palmarès étaient très optimistes dans leur perspective de croissance de revenus, avec qui projetaient de doubler finalement leurs revenus pour la moitié d'entre elles. Et ce qu'on voit quand on regarde les chiffres, c'est que cette dynamique s'est avérée bien réelle. En fait, on a des fintechs qui, bien sûr, avec cette baisse des levées de fonds, on est passé, bien sûr, d'un paradigme de l'hypercroissance vers une course à la profitabilité qui a dopé cette nécessité d'aller chercher du chiffre d'affaires pour répondre aux investisseurs. Mais on est surtout sur des acteurs qui sont, petit 1, très résilients, petit 2, qui apportent une trajectoire de croissance crédible. Ce n'est pas le seul résultat qui est très positif sur ces 4 dernières années. Il y a aussi évidemment la hausse des gains en productivité, parce qu'on a fait beaucoup de croissance sur le revenu et les effectifs des fintechs sont restés relativement stables ces 4 dernières années. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'expliquer cette productivité et je vais élaborer dans les slides suivantes, mais on peut déjà penser au fait que par nature, le modèle des fintechs est très réplicable, ce qui facilite son passage à l'échelle. Et aussi au fait qu'avec l'arrivée des usages de la Gen AI, on a pu faire de la croissance sans que les lignes de coût bougent énormément, ce qui permet d'avoir cette productivité. Nous, quand on a analysé les résultats des 4 derniers rapports, on a dégagé 4 grands leviers de la croissance et qu'on pense être des bonnes tendances pour la croissance future des fintechs. Premièrement, il y a la collaboration entre les startups et les grands groupes. Ensuite, on va aborder le rapprochement des fintechs entre elles et la consolidation marché. Puis, on abordera les dynamiques d'internationalisation et enfin, les usages de la Gen AI. Si je reviens d'abord sur cette partie de collaboration entre les startups et les grands groupes, on voit que c'est la typologie de partenariat préférée des fintechs. Bien souvent, c'est des partenariats qui sont commerciaux. Et autant on a toujours eu de façon assez stable les banques au sein de ces partenariats, autant on a vraiment l'assurance qui est revenue en force avec 35 points de plus sur ces 4 dernières années dans les partenariats. Ces partenariats, ils aident les fintechs dans leur passage à l'échelle parce qu'ils vont permettre d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux segments marchés, des nouvelles géographies aussi. Et ils vont aussi leur permettre d'adosser une légitimité, une crédibilité sur ces nouveaux territoires de conquête. Au-delà des partenariats avec les grands groupes, on a des partenariats entre les fintechs elles-mêmes qui se multiplient. Alors, c'est des partenariats qui peuvent être de l'ordre de l'alliance, c'est-à-dire qu'on va chercher à consolider des briques technologiques qui sont complémentaires entre les fintechs afin d'adresser un besoin qui aujourd'hui n'était que partiellement adressé ou bien de répondre à une nouvelle problématique qui n'existait pas avant. Mais si on va un cran plus loin, ces partenariats, c'est aussi le rachat des fintechs entre elles. On atteint ces dernières années des records d'opérations de fusion-acquisition, 50-60 à peu près, en France. Et on a des cas d'illustration très concrets qui prouvent que les fintechs du palmarès sont du côté des racheteurs. C'est notamment le cas de SmartPush avec le rachat de EasyLease en 2024. Cette dynamique de consolidation, elle est confirmée par les grands groupes qui également vont racheter des fintechs. Par exemple, iPayDat a été racheté par le groupe BPCE. En fait, ça nous montre une certaine maturité de ce marché français fintech. Et ce n'est pas le seul facteur qui nous prouve qu'on arrive à maturation des acteurs fintech, en particulier ceux du palmarès, bien sûr. On a aussi les dynamiques internationales qui sont à la hausse ces 4 dernières années, aussi bien en termes d'ambition qu'en termes d'implémentation, avec évidemment comme destination privilégiée l'Europe, parce qu'on va avoir une proximité naturelle sur des facteurs culturels, des facteurs de réglementation, des facteurs géographiques tout simplement. Et qui a un peu 2 typologies d'acteurs qui peuvent adresser ces marchés. C'est soit des champions français qui aujourd'hui sont prêts à devenir des champions européens, voire des champions internationaux, soit les architectes d'une stratégie multimarché qui a parfois été pensée dès la conception de la fintech et qui va porter ses fruits aujourd'hui. Évidemment, ces fintechs qui ont réussi à être internationales, elles savent tirer parti de leur ADN. Et j'aimerais revenir sur leur ADN qui est innovant et qui a été prouvé notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, en particulier de l'intelligence artificielle générative. En fait, ce qu'on voit entre 2023 et 2024, c'est que les usages sur toutes les tranches de taille des fintechs ont évolué.
c'est les usages de la Gen AI. On était sur un paradigme qui était très marketing et communication en termes d'utilisation, et on est passé sur une utilisation qui est beaucoup plus native et transverse au sein des fintech. Donc ça va être l'optimisation des processus internes, ça va être la R&D, la relation client, le développement informatique avec l'émergence du vibe coding, qui est une tendance qu'on voit revenir de plus en plus souvent l'année dernière, pardon. Et qui est très prometteuse en fait, parce qu'on peut penser aux gains de productivité qui sont permis par cette utilisation. On peut dire que si ça existe à l'échelle de nos meilleurs fintech, c'est des choses qu'on va voir se généraliser à l'échelle des organisations. Et je vais laisser Marie. Parfait. Merci Marie. Donc effectivement, après avoir parlé donc, des perspectives, qui sont quand même plutôt pas mal, donc on parle pas mal de productivité, d'internationalisation, il y a quand même des challenges qui demeurent. Et finalement, comment ont-ils évolué à travers ces 4 dernières années? Donc, en fait, on a identifié finalement, on parlait de 4 opportunités, on a aussi identifié 4 défis majeurs. Donc, les 2 premiers, qui peut-être même, je dirais, sont un peu contre-intuitifs, donc le premier, c'est l'accélération des cycles technologiques. On pourrait se dire, franchement, pour les fintech, il y a quand même tech dans fintech, la technologie, c'est pas un défi, c'est plutôt une opportunité. Sauf qu'en fait, même les fintech et même les meilleures fintech, et on le voit assez bien sur ce graphique, elles ont une crainte de se dire est-ce qu'on va pouvoir suivre cette accélération des cycles technologiques? Finalement, est-ce qu'on ne va pas nous-mêmes être victimes de fintech plus innovantes, plus jeunes qui arrivent sur le marché? Parce que les fintech du palmarès, on l'a dit, commencent à arriver à maturité. Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas se faire dépasser par des nouveaux entrants qui ont faim, qui ont les dents longues et qui vont arriver avec des technologies plus novatrices? Donc ce qui fait que c'est un facteur aujourd'hui que les fintech craignent quand même à plus de 20%, enfin ça double en un an. Donc là ici on détecte quand même une tendance assez intéressante qui a été confirmée d'ailleurs par les entretiens aussi qu'on a eus avec les différentes startups mentionnées au début. Également la Gen AI, on en parle avec Marie, une opportunité, clairement, gain de productivité, potentiellement des améliorations sur ce qu'on va pouvoir proposer au marché, mais aussi des impacts en interne. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et là on voit que c'est assez homogène en tout cas, quelle que soit la taille des fintech, c'est que finalement en 2023, elles n'avaient pas tellement identifié d'impact. Il y en avait, mais ce n'était pas si important, en interne en tout cas. Et là, en fait, sur le dernier palmarès, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles commencent à identifier des impacts de type « Ah bah oui, je vais devoir former mes collaborateurs. Ah bah oui, je vais peut-être devoir repenser mon modèle. Et puis la sécurité des données, au fait, ça va peut-être avoir un impact. » Et donc tout ça, c'est des défis parce que potentiellement, c'est des investissements qui n'étaient pas auparavant envisagés, considérés par les fintech. Donc c'est vraiment assez intéressant de se dire que ces impacts commencent à être mieux compris et mieux appréhendés, mais que de fait, ça contraste aussi le constat qu'on peut amener sur la Gen AI, qu'on aurait pu voir instinctivement, uniquement, comme une opportunité finalement pour ce segment de marché-là. Ensuite, les 2 derniers challenges qu'on a constatés, donc c'est la conformité. Mais la conformité, on va quand même y mettre aussi un petit peu de contraste. Donc le défi demeure. Forcément, tout le monde le sait. En banque, dans le secteur bancaire, dans le secteur assurantiel, il y a énormément de normes. Les fintech, les insurtech, elles sont touchées par ces normes, c'est sûr. Et donc, forcément, ça reste une des craintes majeures. 38% l'ont cité au dernier palmarès. Oui, mais. Pourquoi je dis oui, mais? Parce qu'au palmarès de 2023, donc il y a 2 ans, en fait, ce qu'on avait identifié, c'était que plus de 50% citaient le défi réglementaire comme un des défis majeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, ça reste top of mind pour les dirigeants, forcément, parce que ça reste quand même une contrainte forte, mais moins que ça ne l'était, parce que, aussi probablement, ces fintechs sont plus matures, donc elles comprennent mieux comment gérer les réglementations, voire elles ont embauché des spécialistes qui leur permettent d'être un peu plus tranquilles face à ce défi. Et le dernier défi, qui n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit au début, parce qu'on a dit que les fintechs résistaient mieux que les autres, c'est normal, à cette tendance de baisse des fonds. Oui, mais même elles ne sont pas sans peur face à la raréfaction de la disponibilité du financement. Parce que même si elles résistent mieux,
il y a un moment, il y a quand même moins de levées de fonds et moins de fonds. Donc forcément, c'est un défi qui est de plus en plus cité et on le voit quand même assez largement augmenté entre 2021 et 2024 et qui est devenu le premier défi à égalité avec la conformité, avec le défi de la conformité qu'on citait. Donc c'est quand même intéressant de se dire que même elles ne sont pas imperméables à ce risque de se dire j'ai quand même moins accès au financement et donc quid de ma croissance future. Donc voilà pour les 4 défis principaux. Et nous voilà déjà à la conclusion. Merci Marine et merci à tous. On est effectivement déjà à la conclusion. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit récap de tout ce qu'on s'est déjà dit, de façon à synthétiser les conclusions de cette analyse. Donc, premièrement, on a parlé du marché des fintechs qui avait été très affecté par la crise des taux en 2022, ce qui a entraîné un ralentissement des levées de fonds, et du fait que les fintechs du palmarès s'étaient montrés particulièrement résilientes face à cette levée de fonds en continuant de capter 76% des capitaux en 2024. On a vu qu'elles savaient tirer parti de leur ADN et des leviers de croissance à leur disposition. Des leviers qui sont les partenariats avec les grands groupes, les partenariats entre fintech elles-mêmes et les dynamiques de consolidation que ça entraîne, l'internationalisation de leur marché et de leur stratégie, ainsi que les usages de la Gen AI et les gains de productivité que ça engendre. Enfin, on va nuancer ces levées de croissance ou en tout cas s'intéresser aux défis qu'il reste à adresser. Certains de ces défis sont restés une priorité ces 4 dernières années. C'est le cas de la réglementation, à nuancer, et c'est également le cas de la disponibilité du financement. Mais on voit l'émergence de nouveaux défis, tels que peuvent être l'accélération des cycles technologiques et tout ce que ça va engendrer, notamment sur l'émergence de la Gen AI, comme impact à mieux anticiper et mieux comprendre de la sécurité de la donnée à la refonte des modèles. Voilà pour les principales conclusions. Donc évidemment, l'étude était un peu plus longue. On s'est concentré sur les points saillants. Elle sera disponible au téléchargement aussi pour ceux qui souhaitent un petit peu approfondir. On a éventuellement 2 minutes s'il y a 1 ou 2 questions dans la salle, éventuellement. Sinon, on passe à la première table ronde. Ou est-ce que c'était très clair, peut-être? Bon, super. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger l'étude. Et puis, on va passer à la première table ronde sur les leviers de croissance. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas où est la slide. Ça s'appelle les aléas du direct. Mais du coup, donc c'est sur les leviers de croissance. Donc, je vois on a Stéphane, Kian-Wen aussi. Et puis, normalement aussi Charles. Ouais, voilà, je ne t'avais pas vu. Nickel. Donc, l'idée de cette première table ronde, effectivement... Bonjour. Donc l'idée de cette première table ronde, c'est de revenir un petit peu sur la première partie de notre étude, mais avec le point de vue de divers acteurs. Je vais justement vous laisser vous présenter sur vraiment les leviers de croissance et les perspectives aussi sur cet écosystème FinTech. Mais avant de commencer, je vous propose de vous présenter. Honneur aux femmes. Kian-Wen. Bonjour à tous, je suis Kian-Wen, senior associate dans l'équipe FinTech chez Trafo. Donc, on est partenaire de FinTech depuis le début. Donc, c'est vraiment un honneur de participer dans cette table ronde pour partager tous les insights qu'on a accumulés depuis 4 ans. Charles de Gatine, j'ai créé une société qui s'appelle Pellid il y a maintenant 8 ans. Et ce qu'on fait chez Pellid, c'est qu'on aide les banques à transformer transformer l'expérience d'achat en utilisant leurs assets. Et merci pour l'invitation. Bonjour, Stéphane Dehaye, je suis le président de Spendex Financial Services, donc l'activité régulée de la licorne Spendesk. Aujourd'hui, on est membre du Next 40. On est la première fintech gestion des dépenses et des frais rentable en Europe. Et on répond à un certain nombre de critères sur les succès de croissance. Donc, on est ravis d'être là. Merci à tous pour votre présence. Donc, ma première question, et je me tourne vers toi, Kian-Wen, c'est finalement sur la vision stratégique des fondateurs des FinTech et comment la construire
pour finalement la mettre au service de la croissance. Que toi qui es investisseuse, forcément, tu en vois beaucoup. Donc finalement, comment on peut définir au mieux cette vision stratégique pour servir la croissance? Merci pour cette question. En fait, le premier point que je veux bien mettre en accent, c'est vraiment la efficacité de capital. En fait, c'est vraiment un KPI fondamental quand on cherche, qu'on a regardé les deal flow. Donc, je vais dire, depuis 3 ans, on a vu plus en plus de startups fintech dans le marché français deviennent EBITDA positive. En fait, le KPI de croissance à tout prix, c'est pas suffisant dans ce monde-là, parce qu'avec tous les éléments de géopolitique, avec toutes les discussions de le taux bas, donc on a vraiment cherché les acteurs qui sont vraiment résilients sur l'ensemble du cycle. Et du coup, toi, Charles, d'un point de vue, on va dire, de la FinTech, c'est quoi ton point de vue sur justement cette vision stratégique et comment la mettre finalement au service de la croissance? Pour faire de la croissance, vous avez évidemment plusieurs manières de le faire, mais 2 en particulier. Soit vous augmentez votre zone territoriale, soit vous augmentez votre nombre de produits. En ce qui nous concerne, puisqu'on parle de vision et donc de termes moyen-long terme, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt, non pas ne pas s'étendre géographiquement, mais surtout de mettre l'accent d'un point de vue vision sur notre capacité à sortir des nouveaux produits, à faire ce qu'on appelle chez nous de la plateformisation. Donc on a commencé, c'est bon. On a commencé cette plateformisation il y a à peu près 2 ans, c'est-à-dire qu'on a transformé Pellit comme une espèce de Lego sur lequel on peut facilement ajouter des briques. Et les raisons pour lesquelles on a axé notre stratégie sur cette plateformisation sont multiples. La première, c'est que le cycle de vie des produits est quand même globalement de plus en plus court, hein, et notamment avec l'IA. Donc si vous voulez être dans le prochain train, il faut être préparé. La deuxième raison, je dirais que c'est probablement le fait que ce qu'on appelle chez nous cette stratégie de l'attention, c'est-à-dire que les grands groupes avec lesquels on travaille, que ce soit d'un côté les banques ou de l'autre côté les retailers, ont des mots-clés qui vont durer 6 mois, 1 an. Et si vous voulez catcher l'attention des dirigeants, il faut être capable de constamment innover. Et pourquoi? Quel est l'intérêt de catcher l'attention des dirigeants? C'est que généralement, ils vous permettent, parfois les cycles de vente sont un peu longs, mais ils vous permettent de les accélérer. Et enfin, je dirais que la troisième raison qui nous pousse à pousser notre croissance par l'innovation produit, c'est que quand vous travaillez avec des grands groupes, vous avez des barrières à l'entrée qui sont importantes et des barrières à l'entrée qui sont également importantes. Et du coup, en fait, ces grands groupes, elles cherchent des solutions capables de les accompagner sur un maximum de choses pour simplifier. Et donc, si vous ne catchez pas ces opportunités, d'autres le feront à votre place. Super, merci beaucoup. Et justement, donc Kian-Wen, toi, tu citais quelque chose d'assez important, qui est finalement cet impératif d'avoir une plus grande efficacité dans le capital. Parce qu'aujourd'hui, finalement, sans efficacité, sans productivité, très difficile, finalement, pour une fintech, d'aller convaincre de lever des fonds et de soutenir sa croissance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet impératif du point de vue de l'investisseur? Bien sûr. Donc, je vais dire que les financements, à ce moment-là, se deviennent plus sélectifs et aussi plus stricts. Donc, dans l'année 2021, il y a pas mal de capital dans le marché. Donc, il y a des acteurs américains, il y a des acteurs côté de UK et Asie également. Donc, tout le monde est assez à l'aise. Et puis, donc ça va dire que les financements, c'est un peu plus simple pour les fondateurs. Mais à ce moment-là, et tout le monde, on est un peu plus je vais dire, prudentiel qu'on a fait l'investissement. On a vraiment cherché les entreprises qu'on envise pour d'avoir une rentabilité peut-être à le moment d'investissement ou dans les années prochaines. Et merci beaucoup. Et toi, du coup, Stéphane, donc à l'inverse du point de vue de la fintech, du coup, comment finalement optimiser ce KPI qui est devenu très important du point de vue de l'investisseur, comme le disait Kian-Wen, surtout dans le contexte, pour finalement continuer d'être un champion et de lever des fonds? Alors, Spendesk a été, comme je vous l'ai précisé, on a annoncé notre rentabilité début 2005 sans lever de fonds ces dernières années. Et donc c'est un jalon important, mais il ne faut pas le prendre uniquement comme un KPI austère. D'accord ? Pour nous, ce qui est important, c'est que atteindre ce KPI, ce jalon, c'est accélérer l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme
tout groupe, démontrer que vous avez un EBITDA positif, ça démontre que vous savez générer du cash et que vous pouvez réinvestir. Donc ça, c'est vraiment la notion importante pour nous, ce jalon, c'est continuer à innover. Comme Charles, on est sur des problématiques de plateforme multi-produits et on doit innover parce que la compétition accélère, parce que les marchés s'adaptent, les clients également ont de nouveaux besoins. Donc aujourd'hui, pour nous, c'était un vrai facteur de se dire, voilà, c'est un jalon, très bien, mais on va accélérer et on va innover. Et lorsqu'on parle d'innovation, aujourd'hui, on a deux sujets. D'une part, c'est les nouveaux produits, accéder à de nouveaux marchés. On va parler d'expansion européenne pour nous. Et un troisième niveau, c'est on veut scaler. D'accord ? Parce que l'objectif, il y a des contraintes réglementaires, plus de coûts sur la conformité. On a lancé nos activités de services financiers il y a 2 ans, donc des risques supplémentaires de fraude sur des plateformes de paiement, nouvelle réglementation DORA sur vos risques partenaires critiques. Donc, pour réussir à garder cet indicateur, il faut continuer à innover à la fois pour vos clients, pour vos produits, lancer de nouvelles offres, mais également vous préparer à scaler. Et en particulier, on veut devenir le leader de l'IA pour nos clients, pour leur efficacité et proposer des solutions qui vont nous permettre également de scaler sur des métiers qui sont de plus en plus importants lorsqu'on fait du service financier, qui est notre nouvelle brique, qui vont être la conformité, qui vont être la fraude, qui vont être le service client. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces indicateurs qu'on va innover plus pour nos clients, plus de produits, développer notre ambition géographique, particulièrement en Europe. On a annoncé cette semaine l'ouverture de nos bureaux et de notre hub européen à Barcelone. On va recruter plus de 100 personnes. Donc grâce à ce KPI, on innove et on continue à investir. Super, merci. Et du coup, ça fait un lien parfait avec ma prochaine question. Donc là, on a parlé plutôt des aspects, on va dire, stratégiques, levée de fonds, etc. Mais tu fais le lien, je pense, justement, avec le fait que tout ça est très lié à l'innovation, surtout quand on s'appelle FinTech. Et donc finalement, on a effleuré quand même lors de la présentation quelques-uns des leviers finalement de croissance. Mais aujourd'hui, quels sont les leviers clés si on se projette un peu ? Donc ça peut être technologie, partenariat, recrutement, qui justement vont vous permettre, vous, FinTech, de continuer à innover et donc de générer de la croissance. Et là, du coup, je vais me tourner vers nos fondateurs, en commençant par toi, Charles, pour avoir ta vision justement sur ces leviers clés qui vont peut-être aller au-delà de ceux qu'on a d'ailleurs identifiés dans le palmarès. Marine, malheureusement non, pas tellement. Ils sont assez connus ces leviers-là. On peut revenir dessus avec mon prisme. Évidemment, l'IA est un levier absolument formidable pour augmenter l'efficacité des équipes et puis à mettre dans le produit. Je rajouterais peut-être une chose, c'est que dans le produit, il va probablement y avoir dans les années à venir une dichotomie plus importante entre les entreprises qui ont accès à une donnée particulière et celles qui n'ont pas forcément accès à une donnée particulière. Les LLM, on les connaît, ils vont probablement évoluer, mais l'accès à un LLM, il est finalement assez facile. En revanche, lorsque vous faites travailler un LLM sur une donnée qui, pour le coup, que votre voisin n'a pas, là, ça crée de la valeur évidemment supplémentaire. En ce qui nous concerne, on a cette chance d'avoir accès à une donnée, la donnée de transaction bancaire, avec du volume qui est une donnée du coup particulière. Et donc, on entraîne par exemple des agents tous les soirs qui vont aller regarder des artefacts dans les données de consommation et qui vont envoyer à nos commerciaux, pour nos clients ou nos prospects, ces artefacts pour créer de la conversation avec les retailers en question. Donc oui, l'IA évidemment va transformer, a déjà commencé à transformer un certain nombre de choses. Je dirais juste, voilà, pour l'attention particulière sur le fait, est-ce que vous avez ou non accès à une donnée particulière, ce qui va probablement créer un edge. Vous avez pas mal parlé de la croissance externe. Évidemment, c'est des sujets qu'on regarde nous depuis 2 ans et sur lesquels on va bouger prochainement. Et je pense que dans un marché qui est plus mature, évidemment, la croissance par achat va être de plus en plus prégnante. Les partenariats, oui. Alors, nous, on fait plutôt des partenariats avec des grands groupes, les banques ou les retailers. On en fait moins avec nos acteurs des écosystèmes. Et puis, il y a un point, je pense, qui est important, qui est cette capacité qu'ont les fintech avec la maturité à recruter des talents qui soient plus adaptés à leur phase. Et donc, la guerre des talents est importante. Et en ce qui nous concerne, on essaye toujours d'avoir effectivement un maximum de talents chez nous. Et on regarde une KPI que tu évoquais tout à l'heure, qui est vraiment finalement quel est le chiffre d'affaires par collaborateur. Et moi, j'ai 2 objectifs. C'est pas avoir le moins de collaborateurs possible, pas du tout, mais c'est en tout cas avoir le plus de chiffre d'affaires par collaborateur. Et pour rebondir sur ce que je disais, avoir un niveau de collaborateur qui soit toujours plus haut. Voilà.
Merci beaucoup. Et toi, Stéphane? 4 leviers. Voilà, on va recommencer sur l'IA, mais on va prendre le cas spécifique de Spendesk. Aujourd'hui, au bout d'un an, donc on a fait un partenariat, nous, avec Dust, qui est notre partenaire technologique et qui nous apporte de la gouvernance, de la méthode, pour à la fois travailler sur le produit, comme tu l'as dit, Charles, mais surtout aider nos collaborateurs à être plus efficaces et apporter de la valeur à nos clients. D'accord ? Centré sur le client et sur l'efficacité opérationnelle. Quelques chiffres, au bout d'un an, on a développé plus de 200 agents en interne. 200 agents, 80% sont utilisés au quotidien. 25% de ces agents ont été développés par nos équipes, ça veut dire des experts qui connaissent le métier, qui connaissent nos clients et qui connaissent la data spécifique qui apporte de la valeur. Donc ça, c'est la première notion, c'est un vrai levier à la fois pour scaler, pour être plus efficace et pour mieux servir nos clients. Le deuxième, pour nous, c'est l'expansion internationale, européenne. Pourquoi ? On est dans un monde qui est aujourd'hui mouvant, il y a des incertitudes, donc il faut à la fois être résilient, mais il faut profiter des opportunités. D'accord ? Donc, comme je vous le précisais, on ouvre un hub européen parce qu'on veut être unifié, uniquement pas notre produit, mais nos capacités. On voit des marchés qui sont en train de reprendre fortement. L'Allemagne qui a été assez atone pendant 2 ans, on investit énormément. La zone ibérique qui reste une forte zone de croissance et qui devient une zone fintech très importante. Donc, l'expansion internationale est très importante. Ça veut dire qu'il faut des talents, ça veut dire qu'il faut une connaissance locale et qu'il faut des partenaires qui vont nous accompagner particulièrement commercialement. Le troisième, c'est l'innovation produit. Spendesk, aujourd'hui, est le leader de la gestion des frais, gestion des dépenses. On a fait l'acquisition de Hoco l'année dernière qu'on a intégré pour faire du procurement to pay. On a lancé il y a 2 ans notre établissement de paiement, Spendesk Financial Services, où aujourd'hui on offre des produits cartes, physiques, virtuels. On a fait un partenariat global mondial avec Wise. On a de la finance embarquée, donc on a embeddé Wise, sa plateforme pour tous nos paiements internationaux. Donc c'est un vrai relais de croissance et au bout de 2 ans, les services financiers font près de 50% de nos revenus. D'accord ? 50% de nos revenus. Quatrième dimension, c'est les partenariats, on en a parlé. Et je vois 2 niveaux de partenariat, j'en vois qui sont dans la salle. Ce sont les partenariats qui nous aident à grandir. Il y a les banques qui vont nous aider à construire des plateformes, qui vont nous aider à sécuriser les fonds de nos clients, qui vont nous aider à apporter de l'innovation quand il y a de la transformation réglementaire. On vient de travailler sur VOP, Instant Payment qui vient de se mettre en place. Grâce à nos partenaires, on va également plus vite parce qu'ils ont la taille, ils ont l'expérience et en particulier nos partenaires bancaires. Deuxième niveau de partenariat, c'est l'aspect commercial. D'accord ? Aujourd'hui, les fintechs, on est très fort pour faire du direct. D'accord ? On est une industrie SaaS, on est très fort pour faire du direct, on a des commerciaux très forts. Par contre, on n'a pas l'étendue ni géographique, ni produit, ni la relation avec des prescripteurs qui peuvent être des comptables, qui peuvent être des cabinets de conseil. Donc, un des gros leviers de croissance pour nous maintenant, c'est ces partenariats commerciaux orientés clients avec à la fois un levier sur l'étendue, la capacité à pouvoir occuper le terrain, mais en même temps des gens qui ont une proximité pour pouvoir parler à nos clients ou à nos prescripteurs. Merci beaucoup et ça fait à nouveau une belle transition sur la question suivante, qui est que finalement, on observe aujourd'hui que, effectivement, de toute façon, le client, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui rapporte le chiffre d'affaires à la fin, mais les coûts d'acquisition, ils augmentent, c'est de plus en plus difficile de capter des nouveaux clients, c'est concurrentiel, la fintech, c'est un écosystème qui est quand même assez bouillonnant. Finalement, comment aujourd'hui, et tu as commencé à en parler, donc on peut continuer d'optimiser le go-to-market et cette commercialisation. Alors, tu as commencé à donner finalement une partie de la réponse avec les partenariats, mais est-ce que tu peux un peu élaborer ? On a parlé KPI, il y en a un qui est très important, on en avait parlé avec Charles, c'est le NPS. Aujourd'hui, le client doit être au centre de votre stratégie. En particulier, lorsque vous êtes déjà dans une phase de croissance, vous avez des produits, il faut l'écouter, comprendre ses besoins et adapter vos produits à son développement. On a la chance d'avoir des clients qui sont souvent en croissance, soit pour des raisons géographiques, soit pour des raisons d'intégration, d'efficacité qu'ils recherchent, soit avec leurs ERP, soit parfois avec leur banque. Donc, on doit être au plus près de nos clients et l'indicateur de NPS doit être l'indicateur de tous les collaborateurs de l'organisation. Aujourd'hui, le client doit être au centre de cette croissance et d'innovation. Autre important, c'est l'écoute du client sur le produit. Depuis cette année, on lance 2 grands produits, ce qu'on appelle des big bets cette année. On va lancer le voyage d'affaires. Pourquoi ? Parce que nos clients sont les CFO des entreprises, on est en B2B, on gère leurs achats, leurs dépenses, on gère 20 milliards de transactions, 20 milliards de transactions par an, 1 million de transactions de cartes. La première source de dépenses des entreprises, nos clients sont des SMB mid-market, donc des PME, ETI jusqu'à 1000 collaborateurs. Un de leur point de levier en termes d'efficacité, de contrôle et financière, c'est le voyage d'affaires.
Ils n'ont pas American Express Travel, ils n'ont pas Carson Wagon-Lit, mais ils ont besoin de faciliter la vie de leur clientèle. On va lancer Spendex Travel, on l'a annoncé l'année dernière, on va le lancer en 2026 et on a co-développé le produit avec le client. Deuxième aspect, on va lancer cette année, grâce à l'IA, le SPNA, qui va être le futur du FP&A traditionnel, Finance, Planning, voilà, on va lancer nous le Spend, Planning and Analysis, où on va offrir à nos CFO la capacité non pas de regarder derrière, réconcilier des données comptables difficiles, mais se dire de toutes ces données, grâce à l'IA, comment vous vous positionnez, comment sur le marché vos compétiteurs se positionnent et quelles sont les sources, soit d'optimisation, soit des opportunités de réduction de coûts avec un niveau de service amélioré pour vos clients. Donc voilà comment on remet le client au centre du processus. Et du coup, toi, Charles, côté Pélide, sur cette question d'optimisation, du go-to-market, des coûts d'acquisition du client? Oui, alors sur la go-to-market, ça dépend beaucoup des marchés. Et je pense que là, tu as un panel qui est diversifié. C'est-à-dire que toi, effectivement, tu vas plus cibler les SMBs. Donc, tu as une volumétrie de clients qui est beaucoup plus importante que moi. Moi, en ce qui me concerne, sur mon marché, qui est un peu particulier, je travaille avec des grands groupes. J'ai globalement assez peu de concurrence. Les cycles de vente sont longs. Et je suis intimement persuadé que sur notre marché, ça va être un marché qui est quasiment monopolistique, voire oligopolistique. Donc ça, c'est les caractéristiques de mon marché. Et donc, quand je prends ces caractéristiques et que j'essaye de réfléchir à la go-to-market, évidemment, ce qu'on met au centre, c'est la simplicité et le NPS. On en a parlé. Et si je suis un peu plus spécifique sur mon business, en ce qui concerne les banques, qui est le premier pan de nos clients, on est obsédé pour créer de plus en plus de chiffre d'affaires, de PNB, pardon, de produits nets bancaires pour eux. Donc nous, on se dit, en fait, aujourd'hui, il y a une dizaine de banques à peu près en France qui comptent. Si on veut gagner chacune d'entre elles, il faut augmenter de façon très, très significative le PNB. Et ça rejoint donc cette stratégie de multiproduits. En ce qui concerne notre autre volet de clients qui sont les retailers, eh bien, il faut leur apporter toujours plus de volume, d'innovation et de ROI. Et ça, effectivement, notre capacité à d'abord mettre de plus en plus d'IA dans nos services, et donc là on a intégré ce qu'on appelle le lookalike dans nos services marketing et ça marche très fort. Donc cette capacité à apporter du ROI avec du volume est complètement clé pour eux et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Voilà. Super. Et ben nous voici à la dernière question de la table ronde et j'aime bien faire sortir la boule de cristal finalement pour la dernière question. On a dévoilé aujourd'hui les résultats de 4 ans du FinTech 100. Si finalement on se projette à 4 ans, en 2030, qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là sur l'écosystème FinTech en termes de perspectives de croissance et de défis? Qui veut commencer? On en a un peu parlé. Il y a 3 catégories. 2030, comment on voit Spendesk, notre vision. Hein. Pour nous, les acteurs qui vont gagner, c'est les acteurs qui seront multiplateformes, multiservices. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as précisé, pour Pélide, mais des acteurs comme Spendesk, mais des acteurs comme Swile, être multi-produits, c'est critique parce qu'on a une base clientèle qui est de qualité, on répond à leurs besoins, on a un sujet de coût d'acquisition, on a de long-term value qui est important. Donc voilà, la plateforme, multiplateforme, c'est critique pour nous. Les acteurs multiplateformes seront un des acteurs qui vont être pérennes d'une part et qui vont créer de la valeur pour leurs clients et les investisseurs. Le deuxième, il va y avoir des acteurs hyper verticalisés, d'accord, qui vont prendre des parts de marché et qui seront soit des cibles, soit qui vont pouvoir s'étendre géographiquement. Mais certains acteurs de l'hyper verticalisation vont continuer à grandir. Alors, ils vont avoir besoin de financement différemment, mais ça, c'est la deuxième. Ça sera les gagnants de 2030. Où ça sera un peu plus difficile si vous restez monoproduit. Si vous êtes monoproduit et que vous n'avez pas atteint cette rentabilité, ça va être très difficile pour ces acteurs. Soit on aura une consolidation du marché parce qu'ils apportent de la technologie, ils vont apporter des talents pour d'autres acteurs, soit des gros acteurs bancaires ou non bancaires vont voir une opportunité. Donc voilà comment on voit 2030, multiplateforme et hyper verticalisé, les futurs champions. Et voilà, il faut continuer à atteindre ces KPI importants de rentabilité. Kenwen? Bien sûr, en fait, je rejoins le point de consolidation. Comme investisseur chez Travel, maintenant on investit dans les scale-up. Et puis la tendance qu'on a vue vraiment, c'est qu'il y a pas mal d'acquisitions et fusions entre égaux dans le marché. Donc ça va dire que les avantages d'échelle ça deviennent plus en plus importants. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui cherchent des petites boîtes pour soit améliorer le coût,
soit pour développer ou construire le portefeuille un peu plus diversifié. Donc en fait, on a vraiment vu ça, c'est la tendance dans le marché et c'est aussi l'avenir également parce que les petites entreprises sous-dimensionnées seront soit entreprises, soit seront réorienteront au B2B ou soit je vais dire, se spécialiseront dans un marché vraiment très niche. Super. Charles? Si on veut comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, il faut comprendre quels sont les facteurs aujourd'hui. Et quand on regarde les facteurs de la tech endogènes à ce marché, d'abord il y a la fin de l'argent gratuit et magique. On peut aimer ou pas, mais enfin c'est un fait, on en a largement parlé. Et donc du coup ça change pas mal la physionomie des boîtes qui sont en train de se créer aujourd'hui. Alors la contraposée de cette fin d'argent magique, c'est qu'il y a l'IA et donc il y a des capacités avec finalement assez peu de capex de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Maintenant, on est encore très tôt dans ce processus où on fait monter de plus en plus d'IA à la fois dans le produit mais aussi dans l'organisation et donc il faut être prudent. Je pense qu'on peut faire des tas de choses et avancer beaucoup plus vite, mais quand on bosse, ce qui est mon cas avec des grandes entreprises, je ne sais pas pour toi, tu nous diras, mais c'est pas magique. On ne peut pas, nous par exemple, livrer à une banque une application 100% vibe coding pour des sujets de sécurité, pour des tas de sujets de compliance. Donc oui, l'IA va aider, va transformer probablement ce que vont être les fintechs d'ici 5 à 10 ans, mais attention, c'est pas non plus totalement magique. Donc voilà, donc les facteurs, je dirais, endogènes à la tech globalement, c'est moins d'argent, mais probablement plus d'efficacité de capital grâce à l'IA. Et puis après, quand on regarde plus en détail le secteur de la fintech, on en a largement parlé, il y a, oui, une consolidation. Alors moi, ce que je pense, c'est que évidemment, par l'argent magique et puis par la hype, entre guillemets, qui avait peut-être un peu plus la fintech il y a une dizaine d'années, il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été pris. Et donc, du coup, évidemment, je crois qu'il va y avoir dans les années à venir des champions qui seront IA natives et qui vont pouvoir aller prendre des parts de marché en ayant notamment un angle technologique qui soit différent. Et je pense que ce sera d'ailleurs beaucoup plus le cas en B2C, mais je peux me tromper. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de positions qui ont été prises. Et donc, effectivement, maintenant, probablement l'enjeu dans les 10 prochaines années, ça va être d'aller prendre des parts de marché, d'aller prendre des positions par la consolidation, quoi. Super, donc j'entends un maître mot finalement qui est la consolidation. Donc voilà ce qu'on peut espérer peut-être à 4-5 ans, moins d'acteurs, mais plus gros, avec plus de produits et plus de diversité. Merci beaucoup, on a le temps pour prendre des questions. On a 4-5 minutes, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience ou en ligne d'ailleurs. N'hésitez pas, on a le temps. Où tout est très très clair. Ah, Nicolas. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Vous êtes au contact des institutions financières quotidiennement. Quelles sont les plus grosses préoccupations que vous rencontrez chez eux, notamment là pour 2026? On a pas mal travaillé avec les gros banques et puis on a vu il y a un volontaire de travailler avec le fintech dans le marché pour apporter les innovations parce que les grands groupes ils ne peuvent pas développer toutes les choses internes. Donc je vais dire le fintech toujours va apporter la valeur ajoutée ici. Et c'est toujours les climatiques, et c'est la tendance. Et je dirais qu'ils continueront dans les années prochaines également. J'arrive de Londres hier et je pense qu'il y a deux sujets. Il y a l'urgence pour les banques. Les banques anglaises l'ont compris. Donc ces investissements, ils l'ont fait il y a 10 ans. Ils sont en train de récolter les fruits. Ils ont créé des entités indépendantes. Ils ont créé des produits. Ils ont créé des business models. La France, je ne vais pas citer des acteurs, mais on sait qu'il y a des acteurs importants qui arrivent sur le marché français. Et là, on a un niveau d'urgence absolu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le stock qui faisait la base de la clientèle des banques françaises va disparaître avec les nouvelles générations. Donc la transformation, aujourd'hui, c'est le premier maître mot de l'urgence. Et le premier facteur, c'est l'infrastructure. L'infrastructure des banques doit changer, doit être plus agile, doit être orientée sur le cloud, doit avoir des capacités, des modes de travail qui changent. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'enjeu pour les banques françaises, pour les institutions financières. Ça va aller très, très vite.
Oui, bah, pas de surprise, je suis évidemment d'accord. Je vais peut-être mettre des mots sur ce que tu dis. Enfin, moi, je vais parler des banques de détail, hein. Elles ont peur, c'est ça la réalité, hein. Il faut mettre un mot, hein. Est-ce qu'elles ont raison ou pas, ça c'est une autre question. Mais clairement, elles ont peur, elles ont un maximum d'enjeux. Et clairement, ce qui va se passer de mon point de vue, c'est que dans les 2, 3, 4, 5 années à venir, si elles ne bougent pas drastiquement sur un certain nombre de points, ça risque d'être compliqué. Alors évidemment, on voit dans les chiffres que ça se passe encore bien, parce que vous avez une masse de clients qui ont un certain âge et qui bougent peu, même si on voit que certains commencent à bouger. Mais vous allez avoir dans les 5 à 10 années à venir, si elles ne bougent pas drastiquement, un cliff par le bas de chiffre d'affaires qui va être violent. Donc on va voir comment ça va se passer, mais il faut qu'elles bougent probablement le plus rapidement possible, en tout cas dans les 5 ans. Voilà. Oui, en fait, c'est un très bon point parce qu'on a un très bon exemple chez Truffle, parce qu'on a une boîte qui s'appelle Widen. Donc, il fournit l'infrastructure de trading pour le crypto, pour tous les autres actifs dans le Web3. En fait, ils ont pas mal signé le contrat avec les gros banques en Europe et en Central et en Middle East. Donc, en fait, la banque, comme Charles et Stéphane ont mentionné, a peur de perdre la orientation dans le marché. Donc, en fait, les nouveaux investisseurs, nouveaux startups qui vraiment fournissent le produit et l'infrastructure assez innovants pourraient être vraiment aborder la valeur ici. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, nous avons une question en ligne. Ah, en ligne. Comment les fintechs françaises peuvent-elles s'affranchir des GAFAM ? Très bonne question, hein. Aujourd'hui, on va parler de réglementation tout d'abord. Il y a DORA qui a été mise en place. DORA, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que toutes les fintechs et les institutions financières ont l'obligation d'avoir un niveau de résilience, de gérer ce qu'on appelle les critical third party, leurs partenaires, infrastructures, pour pouvoir protéger leur clientèle. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait l'état des lieux, donc toutes les fintechs, l'année dernière, on a fait nos audits, on a préparé nos reports pour la CPR, vous apercevez que vous êtes énormément dépendant pour des raisons d'infrastructure, pour des raisons de réseau, pour des raisons de gestion de la donnée, des GAFAM. Donc aujourd'hui, c'est un sujet de souveraineté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet à la fois politique, de souveraineté. Les GAFAM en sont conscients également. Donc, c'est un sujet qui va au-delà de la fintech. Mais il faut se préparer, en tout cas en termes de résilience, il faut se préparer à avoir des plans de backup. Parce qu'on le voit aujourd'hui dans un monde aussi mouvement, des décisions politiques peuvent changer très rapidement. Donc, ça va être un enjeu important. Donc, il va falloir... La problématique pour les fintechs, ça ne fait pas partie de nos budgets. On a des budgets de conformité qui augmentent de 20% tous les ans, de risque, gestion de risque. Donc, ces investissements, pour se protéger, il va falloir qu'on travaille avec d'autres acteurs qui sont les acteurs politiques, les acteurs également, les régulateurs, pour savoir comment on gère ce risque également, parce que c'est un risque réel. Ouais, il y a un sujet des GAFAM par rapport à GAFAM en tant que concurrent ou GAFAM en tant que fournisseur. Et évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais compte tenu du contexte macroéconomique et surtout géopolitique, il y a fort à parier que les choses bougent. Donc effectivement, ce sera probablement assez compliqué dans un temps court de se séparer des infrastructures. Mais enfin, dans ces cas-là, ça créera probablement aussi des opportunités d'un point de vue commercial. Pas facile à répondre. En fait, comme investisseur, on voit les acteurs, les gros acteurs comme ça, comme les acheteurs potentiels pour les fintechs. En fait, on met en relation tout le temps de nos portefeuilles avec les acteurs comme ça parce qu'ils ont d'argent et puis ils ont aussi la capacité d'enrichir les offres de la fintech. Super, merci. Alors, je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on va prendre une pause de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi en direct. Et on revient donc vers 10h pour la deuxième table ronde qui sera plutôt dédiée au challenge cette fois-ci. Voilà, merci et à dans 10 minutes. Merci Marine. Merci à tous.
Nous allons reprendre. Merci de prendre place. Ça ne suffit pas. Tu vas bien? C'est cool de se voir en vrai. Oui, moi aussi je te vénère. Je vous propose qu'on reprenne pour la dernière partie de cette matinée que j'ai la joie d'animer. Donc, tout à l'heure, on a parlé des axes de croissance et on va terminer la matinée en parlant en fait des obstacles, des challenges, des défis qui seront à relever pour que l'écosystème FinTech français et européen puisse continuer à se développer. Et alors j'ai la chance d'avoir 3 speakers avec moi. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on commence par leur demander chacun de se présenter, voilà, de dire qui ils sont, ce qu'ils font. Cédric. Bonjour à toutes et tous. Et merci au collectif FinTech Sand voilà, déjà pour cette étude qui est superbe. Bravo pour le travail, important comme feedback, et de nous inviter à prendre la parole sur ces sujets un peu critiques ou stratégiques. Cédric Nallet, moi je suis le CEO et cofondateur de SmartPush. C'est une structure qu'on a cofondée il y a 8 ans maintenant, qui a atteint la rentabilité. C'est un peu plus de 300 clients qu'on adresse avec 20 personnes. Notre structure, son expertise, c'est depuis 7 ans, nous on travaille sur la qualité de la donnée. On est reconnu sur le marché pour raffiner la donnée financière, peut être bancaire ou fiscale. Et la donnée, vous le savez mieux que personne, hein, c'est comme le sang dans nos corps, c'est le fluide vital de nos structures. Et elle nous permet du coup d'adresser des cas d'usage qui vont de la connaissance client. Quand j'ai une donnée active, je connais mieux mes clients, j'analyse mieux mon risque et je peux envisager des leviers de croissance, notamment grâce à l'IA, puisque l'IA se nourrit de la donnée et si elle est activable, c'est plus facile. Donc voilà ce que je peux dire sur SmartPush. Merci beaucoup. Violaine. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Violaine Rebaud, moi je suis COO chez Descartes Underwriting et directrice générale déléguée de Descartes Insurance, qui est notre filiale compagnie d'assurance. Et on fait de l'assurance contre les risques climatiques et émergents en se basant sur les données et les nouvelles technologies pour proposer des produits qui sont plus objectifs et plus optimaux que les produits des assureurs traditionnels. Et on fait ça à travers des courtiers d'assurance, donc de façon intermédiaire. Voilà, donc les risques, les challenges, ça va faire une belle équation. Merci. Et puis Stéphane. Ravi d'être présent. Moi, je suis en charge de relations avec l'écosystème d'innovation au sein d'une direction innovation du pôle digital et paiement chez BPCE. Alors, je ne sais pas rapidement quelques mots sur BPCE. Hein, c'est le deuxième grand acteur en France où on travaille sur la banque de détail et de l'assurance avec 2 grands réseaux, Banque Populaire d'un côté, Caisse d'épargne et Caisse d'épargne de l'autre côté, mais également avec Onet et la Banque Palatine. Mais on a également des activités d'accompagnement de corporate avec Natixis CIB et également sur les activités d'assets et de wealth management avec Natixis Investment Banking. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous ce matin. Je voudrais commencer par une première question sur un des résultats de notre analyse qui nous a d'ailleurs un petit peu étonnés, c'est ce sentiment sur l'accélération des nouvelles technologies. Donc c'est ce que vraiment ressentent les fintechs au travers des résultats qu'on a collectés au cours des 4 dernières années, c'est qu'elles ressentent cette accélération. Et alors, donc bien sûr, cette accélération, c'est à la fois une opportunité, mais aussi un défi. Est-ce que Violaine, comment toi tu le sens chez Descartes ? Moi, pour être un peu iconoclaste, je pense que c'est bien d'avoir peur. C'est bien de sentir le souffle chaud de plus jeunes fintech dans notre nuque. Et c'est ce qui nous force à innover et à rester pertinent dans ce contexte-là. Donc, je vois ça comme une menace positive qui nous oblige à rester vraiment au top de ce qu'on sait faire. On parlera un petit peu plus tard dans la table ronde de la place de l'Europe, de la France et de l'Europe dans l'écosystème tech. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a une accélération dans le monde qui nous pousse à innover. Donc je trouve ça bien d'avoir peur. Ça nous force à avoir des produits qui intègrent le plus vite possible ces nouvelles technologies. Et en tant que jeune entreprise, on a une agilité pour les intégrer parfois plus vite que des grands groupes. Il faut en profiter, c'est un vrai avantage. Et aussi dans la façon dont on opère de façon plus efficiente. Donc ça a été beaucoup mentionné. Donc c'est plutôt bien qu'on ressente ça comme une menace. Et alors, vu d'un grand groupe, cette accélération technologique, comment est-ce que... Alors, elle est considérée comme un risque, c'est comme une sorte de pression. Alors, nous aussi, on subit cette pression technologique, de cette avancée technologique. J'aime bien dire parfois qu'on est une grosse fintech. On fait de la finance, on a des actifs technologiques. Donc effectivement, on a une pression sur ces actifs technologiques au service de 2 millions de clients. Donc la différence peut-être avec une fintech, c'est l'échelle. On subit cette pression technologique à grande échelle. Et nous, on ne peut plus, à notre niveau, subir et attendre et être dans l'attentisme. Donc, donc ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on transforme cette pression en quelque chose un peu plus opportuniste. Dans l'étude, on cite 21% de fintech qui disent subir cette pression technologique. Mais il y a un autre chiffre intéressant également, c'est plus 67% de croissance de collaboration entre grands groupes et fintech. Donc je dirais que c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Et donc d'un côté, ce qui fait que il y a une complexité, une pression technologique, et ça amène un peu de collaboration. Et c'est ce qui fait que nous aussi, on ne peut plus rien faire. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait dans la précédente table ronde qu'on ne pouvait plus développer des choses tout seul. Nous, en tant que grand groupe bancaire, effectivement, on n'est plus forcément amené à faire des choses tout seul. On s'appuie aussi en collaborant avec des fintechs, et c'est ce qui nous amène, donc cette pression technologique amène de la collaboration. Et je pense que ça peut être intéressant, effectivement, pour tout le monde. Le deuxième aspect qu'on ressent tous, c'est la conformité. C'est la réglementation qui n'arrête pas de devenir de plus en plus importante, qui se complexifie au fur et à mesure. Et là, un des résultats qu'on a trouvé, c'est que cette conformité, en fait, c'est encore une fois soit un défi, soit un challenge. C'est à la fois une charge, mais c'est aussi une barrière à l'entrée. Cédric, comment tu le ressens ? La conformité ? Pour une fintech, la conformité, c'est nécessaire. C'est à la fois lourd à gérer en termes d'investissement, puisqu'on doit investir dans les processus, dans la technologie, mais aussi dans les humains. On l'a dit tout à l'heure que la maturité des fintechs a amené le recrutement d'un certain nombre de spécialistes. Effectivement, au départ, on pouvait partir avec un DPO externalisé. On l'a finalement internalisé. On n'avait pas de RSSI. On a finalement recruté des RSSI et maintenant des ASSI, etc. Donc on décline ce que finalement les banques ont fait depuis longtemps, c'est avoir des équipes conformité. Donc ça, ce sont des investissements lourds mais nécessaires. Et en même temps, tu l'as bien dit, ce sont des assets après. Puisque quand vous décrochez un agrément, quand vous êtes conforme, quand vous rassurez la banque, c'est la chaîne de confiance que Dora a accéléré considérablement, que vous garantissez. Et c'est là où ensuite on peut faire la différence. Alors bien sûr, garder de la distance avec les jeunes qui nous poussent derrière, et tant mieux, tu as raison, moi je suis d'accord avec toi, je m'aligne avec toi, il faut garder ce flux. Mais en même temps, on ne broie pas, même avec l'IA,
de tels investissements pendant 7 ans et des connaissances métiers de la conformité, de la sécurité qu'on a garantie pour les grands acteurs. Voilà, donc nécessaire, gros investissement, mais en même temps barrière à l'entrée. Donc nous, on y est allé frontalement et puisque c'est le sujet, hein, et finalement, comment on fait pour les surmonter? Nous, on n'avait pas la capacité à investir dans une équipe de sécurité ou de conformité comme les grands acteurs. Donc on a utilisé l'IA tout simplement pour se mettre en conformité en temps réel. Donc on analyse en temps réel les évolutions des normes et des directives. On met à jour par de l'agentique l'ensemble de nos politiques de sécurité, ce qui nous permet de remplir les closiers et de répondre à nos clients plus rapidement. Donc en fait, une équipe de conformité, c'est une quantité de pensée. Et l'IA, c'est une quantité de pensée. Donc on réduit nos investissements, et ce sera ma conclusion, par l'IA. Et vu d'un grand groupe, cet aspect conformité, réglementation, est-ce que c'est un défi, c'est une opportunité? Encore une fois, on subit cette pression réglementaire, cette pression de la conformité. Alors, effectivement, comme vient de le souligner Cédric, à défaut, la différence, c'est qu'effectivement, nous, déjà parce qu'on est une institution financière, assurantielle, on est régulé, donc on doit être 100% en conformité. En revanche, on a des ressources et des moyens. On est équipés pour pouvoir traiter ces aspects de sécurité, des directions de conformité, des gens qui traitent toute cette partie veille et d'accompagnement de la transformation qui est contrainte par cette pression réglementaire et cette pression de la conformité. En revanche, ce qu'on se dit, c'est peut-être qu'il y a une opportunité qui est effectivement, c'est quoi cette pression réglementaire? C'est aussi un socle de confiance. Et comment est-ce que ça se transforme en socle de confiance pour nos propres clients? Donc derrière, effectivement, il faut qu'on travaille utiliser cette pression réglementaire et cette pression de la conformité comme un socle de confiance pour nos clients. Et donc, on accompagne cette transformation dans cette perception et aussi dans le travail. Et on comprend que les fintechs qui sont moins équipés, qui n'ont pas forcément des dispositifs ou des directions pour traiter ce type de sujet, lorsqu'on collabore avec elles, on va être amené effectivement à peut-être fournir des éléments et les accompagner pour pouvoir avoir une sorte de duo gagnant-gagnant pour servir, pour vraiment appuyer ce socle de confiance auprès de nos utilisateurs. Et c'est quelque chose qui est assez important. C'est vraiment transformer cette relation de collaboration entre nous deux. Ouais. Excellente transition, parce que ma troisième question allait justement porter sur cette notion de collaboration dont on a vu que c'était un facteur clé dans le développement des fintechs. Et en particulier, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le panel deux fintechs qui sont des fintechs B2B. En termes de cycle de vente, la façon dont ça se passe avec les grands groupes, qu'est-ce que vous avez pu observer comme évolution? Est-ce que ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte que l'écosystème avance? Violaine. Oui, alors moi, ma relation avec les grands groupes, donc nous on fait de l'assurance et la relation qu'on a avec les grands groupes, c'est plutôt des grands assureurs qui vont porter une partie du risque. Voilà, donc c'est pas forcément nos clients, c'est plus nos partenaires. Le cycle de vente, on le voit avec le tissu économique à qui on vend nos produits. Donc on leur vend des produits qui leur permettent d'être plus résilients face aux aléas climatiques et aux risques émergents. Et le cycle de vente, très clairement, il s'est allongé significativement pendant les derniers 12-24 mois, sous un effet qui est propre à l'assurance, qui est qu'on a un marché dit soft, donc il y a plus d'offres d'assurance que de demandes d'assurance, et donc les gens font du shopping et ils s'attendent. Et un autre effet que je pense que tu rencontres aussi dans tes cycles de vente, qui est une forte instabilité dans l'économie, dans la géopolitique, qui crée du doute, qui va avoir tendance à retarder des décisions d'achat qui ne sont pas indispensables. Et ça, on voit que ça rallonge le cycle de vente. Donc ça met un très fort accent et une très forte pression sur le fait d'être excellent commercialement, très résilient nous aussi commercialement, voilà, et de réussir à tenir le coup et transformer ce qui était un sprint en vraiment un marathon du cycle de vente. Cédric. Oui, je m'aligne. Même si on n'a pas la même relation, toi plutôt des partenaires, nous ce sont nos clients. Hein. On a plus de 200 banques qui sont nos clients aujourd'hui. Le cycle de vente dans notre PNL, c'est déterminant. Vous n'avez pas le même chiffre d'affaires en fin d'année selon si vous signez une banque ou une fintech en 2 mois versus 24 mois. Et faire des prévisions dans ce contexte-là, qui plus est quand on rajoute la géopolitique, c'est très compliqué. Donc notre vrai enjeu, c'est ça, c'est comment est-ce que je raccourcis ce cycle de vente, ce délai de vente. Et là, je dois dire encore une fois,
que l'IA nous aide. Parce qu'au-delà du buzzword, c'est comment est-ce que je fais en tant que banque pour faire en sorte de garantir la chaîne de confiance, automatiser mes processus, fluidifier l'expérience client avec des systèmes intelligents. Et là où sur certains use cases, on pouvait mettre 12-18 mois pour lancer un POC, aujourd'hui, on peut déployer des POC beaucoup plus rapidement parce qu'en ce moment, il y a une pression au-delà de réglementaire qui est presque concurrentielle, conjoncturelle, et où l'IA peut aider la banque qui accepte, et ça je le vois de plus en plus, de prendre un peu plus de risques parce que l'IA est là et qu'elle n'a pas le choix. Et ça c'est intéressant, ça accélère les cycles de vente. Merci. Ma 4e question va porter sur le financement. Voilà. Pour que les fintechs se développent, elles ont besoin, alors bien sûr des clients, de revenus, etc., mais elles ont besoin aussi de lever des capitaux. Et de ce point de vue, on a l'impression qu'en Europe, on n'est pas forcément dans la meilleure situation. Violaine, quelle est ta perspective sur ce sujet de financement et du positionnement de l'Europe par rapport aux autres grandes plaques géographiques ? C'est une question qui est brûlante d'actualité. Voilà, il y a Davos en ce moment où on parle de la place de l'Europe tous les jours. Je pense qu'il y a une question de souveraineté, de posture, de positionnement, de résister à certaines tendances mondiales qui sont à l'humiliation de l'Europe, parfois sur certains axes économiques, qui est parfaitement justifié. On a des excellents talents à un prix extrêmement compétitif. On a des très belles sociétés dans la tech. La French Tech a fait un énorme travail d'ailleurs là-dessus. Donc il faut résister à ça et faire valoir la valeur des entreprises françaises et notre capacité à nous étendre à l'international. À ce titre, dans les dernières levées de fonds, il y a des fonds US. Il y a des fonds US qui investissent dans des entreprises européennes. Donc la logique de l'économie, elle reste là et on voit bien la valeur qu'il y a dans nos entreprises. Donc voilà, il faut rester fier, croire en nos valeurs, en notre talent. Et l'Europe a, pour moi, très clairement un vrai très beau rôle à jouer dans la scène tech mondiale. Mais au-delà de ça, alors je m'adresse à toi, hein, Stéphane, parce que votre CEO s'exprime de manière extrêmement forte sur le besoin de financement en Europe. Parce que là, on arrive presque dans une situation où, dès qu'une entreprise grossit, finalement, qui vient financer? Ce sont des fonds américains. On est presque devenu une espèce de pouponnière. Donc voilà, les fintechs se développent. Ouais. Et puis, dès qu'elles commencent à devenir intéressantes, entre guillemets, elles se font racheter par des non-européens. Je vais un peu reprendre ce que tu as dit, hein, Violaine, c'est qu'effectivement, on est dans un paradoxe européen. On a de l'innovation, des talents, et des viviers de talents, parce qu'avec un nombre de doctorants, par exemple, dans l'IA important, dans le quantique, enfin, il y a plein de choses qui émergent. En revanche, on n'arrive pas à avoir de gros acteurs, de gros champions européens. Il y a plusieurs facteurs. Fragmentation d'un marché, difficulté sur la partie du financement. Je crois que dans l'étude, on a 55% des fintechs qui cherchent à avoir ou qui cherchent à trouver des financements à un niveau européen. Et là, ça veut bien dire qu'il y a un vrai besoin. Et puis, effectivement, il y a des enjeux de souveraineté. Souveraineté pourquoi? Souveraineté au niveau des paiements, souveraineté au niveau des aspects technologiques, souveraineté dans l'IA. Tout ça pour éviter d'avoir une certaine dépendance. Après, nous, en tant que groupe bancaire coopératif, on peut avoir plusieurs actions possibles. On a peut-être 2 actions possibles. Fédérées, tu parlais d'initiatives de la French Tech. Il y en a une en France qui existe, c'est Je choisis la French Tech, par exemple. Il y a 12 groupes français qui contribuent à cette initiative menée par la mission French Tech, qui vise à doubler la commande publique et privée d'ici à 2030. BPCE en fait partie, donc on travaille sur ce sujet-là. Mais ça peut peut-être aussi se faire à un niveau européen. On pourrait avoir ce type d'initiative à un niveau européen pour justement essayer d'accompagner cette commande auprès des startups, alors pas uniquement françaises, mais européennes. Et l'autre, c'est aussi, nous, c'est de bâtir quelque chose. Je parlais de souveraineté des paiements, souveraineté technologique ou d'infrastructure, ou souveraineté de l'IA. Souveraineté des paiements, on contribue à la construction de Wiro. C'est quelque chose d'important d'avoir un vrai outil de paiement au niveau européen. Voilà, on est très impliqué là-dedans. Souveraineté des infrastructures avec eStream, par exemple, où on est en train de construire
avec l'ambition d'être le top 3 d'un processeur de paiement en Europe. Et sur l'IA, nous, quand on travaille avec certaines entreprises de l'IA, on essaye de ne pas être dépendant d'un seul acteur. Donc on multiplie, on essaye d'avoir une sorte de pluralité de différents acteurs avec qui on va coopérer au niveau de l'IA et l'IA Gen. Et en revanche, effectivement, il y a ce sujet du financement qui est un sujet justement de passage de scale-up, enfin de start-up à scale-up avec un financement européen, à un niveau européen pour créer des gros champions. Bon, là, il y a un vrai sujet. Il faut peut-être qu'on travaille sur ces sujets-là avec différents acteurs pour pouvoir construire avec des fonds, avec différents acteurs, des investissements européens. Il y a des enveloppes au niveau européen qui étaient fournies à un moment pour accompagner le financement, des enveloppes de financement qu'on a distribuées au sein du groupe via les caisses d'épargne et les banques populaires, mais c'était des enveloppes de financement mais pas de levée de fonds pour accompagner les levées de fonds. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à structurer de ce côté-là. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être terminer par un dernier sujet qui, de manière assez surprenante, n'est pas apparu dans la liste des défis qui ont été très fortement mentionnés par les fintechs, c'est les talents. Il y a encore quelques années, on disait en fait, un grand obstacle à notre croissance, c'est qu'on n'arrive pas à recruter les bonnes personnes avec les bonnes compétences, etc. Est-ce que c'est un sujet qui... Enfin, quelle est ta perception, Cédric? C'est facile de recruter des talents? Comment ça se passe? C'est vrai, ouais, j'ai vu l'étude, ça n'apparaît pas, étonnant. Et en même temps, quand on fait un peu d'introspection, sur Smart Push, on s'aperçoit qu'on a moins de mal qu'au début à trouver des talents. Alors, des excellents talents, ça c'est une question, parce que ceux-là sont beaucoup plus chers, mais des talents, il y en a. Moi, l'explication que j'ai, elle repose sur deux piliers. La première, c'est que mine de rien, on a un certain nombre de startups aussi qui ont périclité. Donc ça libère des talents sur le marché. Ces talents-là se disent, j'ai connu la start-up, c'est un peu chaotique, c'est sympa, il y a un baby-foot et un café gratuit, mais en même temps, j'ai besoin de stabilité, parce qu'ils ont pris de l'âge en même temps. Que ce soit les ingénieurs, les docteurs ou les développeurs, ils ont pris de l'âge. Donc ils cherchent un peu de stabilité, tout en ayant cette adrénaline qu'apporte la start-up ou la scale-up. Et donc des projets un peu plus structurés, comme je crois c'est le cas d'Algon ici dans la salle de Spendesk qu'on a vu ou de Paylead. Je crois que c'est des projets qui attirent maintenant les talents. Et si vous arrivez à structurer une vision qui est enthousiasmante pour ce genre de talent, là pour le coup vous pouvez aller chasser des profils qui même parfois reviennent des US et qui rejoignent votre aventure. Donc ça c'est le premier pilier de mon analyse. Et le deuxième c'est que, et je vais zoomer sur le code, avant produire 1000 lignes de code, et pour les développeurs qui sont dans la SAD, c'était plusieurs heures, voire plusieurs jours. Aujourd'hui, avec le vibe coding ou avec l'IA, vous avez des agents de code qui peuvent produire l'équivalent en quelques secondes. Toujours monitoré par un humain, parce que la maîtrise du métier, c'est essentiel. Mais donc, vous voyez à quel point vous pouvez produire plus vite. On parlait de plateformisation tout à l'heure. Aujourd'hui, produire une plateforme ou produire une démo ou un POC, ça se fait en quelques heures. Là où avant, on avait des cycles, même chez les fintechs, de 2 à 3 semaines, pour les plus rapides. Donc voilà comment on compresse la nécessité des talents, le fait qu'un certain nombre de startups ont disparu, le fait que nous, on ait des visions qui soient assez attirantes, et l'IA est venue changer le paradigme des profils plutôt scientifiques. Violaine, quel est ton point de vue sur ce sujet? Ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais remonter un tout petit peu la chaîne. En fait, moi, je suis ingénieure et je suis très contente de voir que l'essor de la tech et de l'IA a fait énormément de bien aux filières scientifiques pour leur attractivité et sur la visibilité des débouchés qu'il y a derrière, dans nos métiers notamment. Donc ça a aussi musclé et dopé le pipe de talent. Donc après Descartes, on est 250 aujourd'hui, donc c'est plus facile de recruter quand on est 250 que quand on est 3 dans un incubateur, c'est certain. Donc effectivement, je pense qu'une grande partie du fait que c'est plus facile de recruter vient de là, plus que de l'écosystème. Mais je suis quand même convaincue qu'il y a maintenant une image des métiers de la tech comme contribuant à notre souveraineté, contribuant à notre renouveau économique en Europe, qui est extrêmement bonne et qui crée un momentum très positif sur ces métiers de la tech, chez les hommes et chez les femmes. Voilà, donc c'est une bonne chose. Excellent. Il nous reste 3 minutes. Je pense qu'on peut prendre une et peut-être une deuxième question.
Monsieur. Oui, j'ai une question pour Violaine. En fait, les risques climatiques sont des risques sur lesquels beaucoup de gens se sont cassés la figure, et les anciens modèles, qui étaient des modèles d'options réelles, étaient absolument merdiques. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la question... Quand il y avait des modèles. Pardon ? Quand il y avait des modèles. Oui, on est bien d'accord. La question que je pose est très simple. Quelle est aujourd'hui l'amélioration du ratio sinistre à prime grâce à votre outil ? Alors, nous, on a un ratio sinistre à prime qui est inférieur à 50% depuis notre création. Donc, plutôt un bon ratio sinistre à prime. Nos modèles sont beaucoup plus sophistiqués que les modèles des assureurs traditionnels, et vous les avez suffisamment bien décrits, qui aussi n'étaient pas spécialisés dans les risques, qui n'étaient pas spécialisés dans les risques climatiques. Donc quelque part, ils ont aussi ce bénéfice-là d'être des généralistes. Et donc voilà, ils avaient des modèles généralistes qui étaient d'ailleurs plus basés sur l'incendie. Et puis les risques climatiques, ça a été saupoudré dessus après, mais sans un vrai focus dessus. Donc simplement le fait d'être spécialiste sur ces risques-là nous a aussi aidé. Le fait de mettre des nouvelles technologies en algorithmique, en intelligence artificielle. Je prends l'exemple du feu de forêt. Le feu de forêt, il y avait des modèles qui étaient essentiellement des modèles historiques, qui n'a plus vraiment de valeur aujourd'hui, parce que les feux de forêt aujourd'hui, quand ils arrivent en Alaska, quand ils arrivent en Sibérie, bon, bah voilà, c'était pas des endroits où il y avait des feux de forêt avant. Et donc en mettant de l'intelligence artificielle sur, c'est issu des réseaux de neurones qui font partie un peu de la grande famille de l'IA, c'est pas de la Gen AI, mais qui vont aider à comprendre comment un feu de forêt va se produire, donc la première étincelle, et ensuite se diffuser en fonction de données qu'on mesure par des nouveaux outils de mesure, essentiellement satellites, sur les vagues de chaleur, la sécheresse de la végétation, la topographie, les vents, etc. Donc il y a plus de 60 facteurs. Ben, ça permet effectivement de modéliser ces événements-là beaucoup mieux. Juste une question, même pour la grêle ? Même pour la grêle, je vous en dis 10 secondes, un mini pitch de 10 secondes. Les modèles historiques, ils étaient basés sur les relevés en fait, au sol. Donc il y a des relevés au sol là où il y a des gens. Sauf qu'en fait, les actifs sensibles à la grêle, les parcs auto, les fermes solaires, ils ne sont pas là où il y a des gens. Donc maintenant, on sait modéliser la grêle à partir non pas des relevés au sol de la paroisse du village, mais des images satellites sur la forme des nuages, et du coup de modélisation d'intelligence artificielle qui permettent de relier la forme des nuages avec la probabilité qu'il y ait un orage de grêle, et pouvoir modéliser ça partout dans le monde. Donc oui, les nouvelles technologies, une combinaison de nouvelles technologies, hein, donc la disponibilité des forces de calcul, de l'imagerie satellite, des algorithmes, nous permet effectivement de modéliser ces risques mieux qu'avant. Voilà, je suis trop bavarde, je vais me faire non, gronder. pas du tout, c'est passionnant. Alors par contre, je suis un petit peu perdu parce que je vois que le timer a été reset. On est reparti pour 25 minutes. Oui, très bien. Il nous restait du temps. Donc il nous reste du temps. On a été plus efficace. Il nous reste encore donc 4 minutes pour accepter d'autres questions. Pierre-Yves. Bonjour, Pierre-Yves Platini, MindFintech. Je vais revenir sur le sujet de la souveraineté parce que c'est en effet un mot qui est pas mal à la mode. Et puis ça tombe bien, il y a plutôt des intervenants dans le B2B. Personne ne dira qu'il ne veut pas être souverain et autres, mais il faut que ça se traduise de façon un peu concrète. Est-ce que vous, en tant qu'acteur opérant dans le B2B, vous pouvez le constater dans des appels d'offres ou autre chose de ce type-là, dans les tenders, que les critères de souveraineté apparaissent? Je ne suis pas forcément convaincu, ou en tout cas pas en dernière position par rapport au prix. Et comment, pour Stéphane, si tu peux aussi nous donner ton avis en tant qu'acheteur, et comment procéder pour que ce critère remonte un peu plus haut sur la liste des pondérations? Stéphane, tu veux le prendre parce que c'est quand même beaucoup en fait, la politique des achats des grands groupes. Oui, après, là, je ne pourrais pas parler à la place de BPCE Achat. Il faudrait demander à BPCE Achat si c'est un critère. Mais en revanche, si. Tout à l'heure, j'évoquais certaines choses qu'on était en train de mettre en place pour justement travailler sur cette souveraineté, sur notre contribution, par exemple, à des initiatives comme Je choisis la French Tech. Donc il y a bien une volonté aussi d'accompagner ce mouvement de souveraineté, même si effectivement ce terme de souveraineté qui était peut-être un gros mot il y a
il y a quelques temps, hein, maintenant se transforme en étant quelque chose un peu effectivement de valorisant et à mettre en avant et à utiliser. Mais je suis d'accord, oui, il faut peut-être aussi réfléchir au niveau de tous les acteurs avec une politique achat qui peut être aussi déterministe et déterminante. C'est vrai que toi, tu constates que la souveraineté, ça devient un critère d'achat ? Dans les appels d'offres en tant que tels, on en reçoit quelques-uns. Je ne crois pas avoir vu le mot souveraineté inscrit en tant que tel, en dur. En revanche, dans l'esprit de l'appel d'offres, il suinte. Quand on vous demande où sont stockées vos données, par qui elles sont traitées, qui sont les sous-traitants, quel outil de ticketing vous utilisez, est-ce que dans le cadre des tickets, est-ce que ça va en Inde ou est-ce que ça reste en France ? Bon, de facto. Et puis, si jamais dans votre hébergeur, c'est AWS, le Cloud Act, c'est un vrai sujet. Donc, quelque part, ça existe de manière native. Ce n'est pas déclaré en tant que tel. Maintenant, il y a des postures françaises, européennes, que ce soit même les schemes de paiement. Tu parlais de Wero, mais GIE carte bancaire, c'est vraiment son objectif. Et c'est même son positionnement. Je crois que toutes les fintechs ici sont alignées avec cette posture. Et la géopolitique nous prouve que c'est vraiment une direction vers laquelle on doit aller intégrer de manière native. Et nous, au titre de Smart Push, quand on fait de l'entraînement ou de l'inférence sur la partie IA, on a dû trouver des data centers ou des hébergeurs qui étaient capables de traiter ces sujets-là de manière scalable en dehors d'AWS. Là, c'est quand même une sinécure, on a fini par trouver, avec la souveraineté au cœur du sujet. Donc pour moi, c'est un enjeu qui n'est pas donc manifeste dans les appels d'offres. Il suinte et il faut trouver des réponses pour s'organiser, comme tu disais tout à l'heure, sur les financements aussi, mais sur la réponse technologique, la résilience. Violaine, j'ai l'impression que tu as envie de donner le mot de la fin. Il nous reste 30 secondes. Le mot de la fin, pour tous les acheteurs parmi vous, y compris vous, les jeunes entreprises innovantes sont dispensées de mise sur le marché. Donc en fait, si vous achetez une solution, vous pouvez l'acheter auprès d'une jeune entreprise innovante en vous épargnant la joie de mettre en place tout le processus d'un appel d'offres public. Donc n'hésitez pas, on sera vraiment ravis d'y répondre si la tech peut contribuer ainsi à la souveraineté. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants. Merci à tous d'être venus nous voir ce matin. Très bonne journée.